Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, gardons bonheur, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Aujourd'hui, une émission particulière, une émission haute en couleur avec la plume brillante des lettres haïtiennes, Kate Limars qui a fait un nouveau roman, L'Ange du Patriarche. Maître Philippe Volmar vous parlera en fin d'émission de la physique quantique. C'est la fête du mot, la fête de l'intelligence. Ouvrons le bal avec la rubrique Temps Poème. À la rubrique Temps Poème, je m'en vais vous lire un poème pris dans Degui. Degui, son recueil poème en créole que Georgie Lundi fête. Georgie Lundi, jeune garçon qui fête en 1986. M'bral li pour nous plaisir pam. Tout plaisir c'est dans reste là, dans dernier ma, dans Degui. Tout plaisir c'est dans poésie. Tout poésie changer avec mot. Pi bel mot pour moi habiter dans fond cœur. Tout plaisir c'est dans dernier goutte là, dans dégoûter, dans tordé. Tout plaisir, c'est d'en faire la sissine, dans un lossier, dans un lougaï, dans un resport, un dernier paf. Plaisir pam, pas dans bout de canne, li dans chan canne. Plaisir pam, c'est douce pour douce. Plaisir pam, pas dans bougon. Plaisir pam, c'est graine pas graine. Plaisir pam, pas des grenins. Plaisir pam, pas dans boujon. Plaisir pam, c'est gousse pas gousse. Plaisir pam, pas dans compte goutte. Plaisir pam, c'est goutte pas goutte. Plaisir pam, pile sous pile. Plaisir pam, pas empilé. Plaisir pam, même si la terre n'a pas un pied qui capile. Même si plaisir n'a pilon, pas un manche qui capile. Mais quoi maman, mais quoi papa, mais plaisir, sous capable, vin pilel. Degui, Georgie Lundi. Place maintenant à la biographie de mon invité, Kate Limars. Limars est né et vit à Port-au-Prince, Haïti. Après une carrière de 30 ans dans l'administration de haut niveau, elle se consacre entièrement à l'écriture, aux traductions et aux ateliers d'écriture. Elle explore dans ses romans, nouvelles et feuilletons la culture profonde de son pays natal, ses contradictions sociales et son imaginaire soutenant une créativité puissante. L'auteur revisite dans son écriture les tabous et héritages coloniaux qui imprègnent la psyché haïtienne. Kate Limars a reçu plusieurs distinctions littéraires et a été traduite en anglais, italien, allemand, néerlandais, japonais, danois et croate. Elle est membre du jury du prix littéraire Henri Deschamps et ex-membre du jury international du Prince Claus des Pays-Bas et présidente du comité exécutif du Centre Pen Haïti. Un ange? Quel ange? Mon arrière-grand-père, Horatius Melfort, a fait un pacte avec cet ange-là. C'était un très riche propriétaire terrien et un politicien qui faisait et défaisait les gouvernements. Tu vois le genre, la chose a dû mal tourner. Comment elle t'a dit qu'il s'appelle l'ange? Ivo. Tu connais? Est-ce un esprit vaudou? Non, je ne suis pas formel, mais ça ne me dit rien. Il doit provenir d'une hiérarchie hybride. Il existe des mutants spirituels, même dans la hiérarchie des anges déchus. Des fois, ils se servent de certaines lois pour s'occuper de leurs basses besognes quand ils ont affaire par ici. Elle ne t'en a rien dit de plus? Elle m'a dit un tas de choses et rien du tout. Que cet ange envoie des esprits solides pour aplanir le terrain, en attendant qu'il s'amène lui-même pour... Tout ça, c'est tellement confus pour moi. Et puis, Kouz a cette façon de te raconter des histoires sans queue ni tête. Elle passe d'une génération à l'autre sans transition. Elle m'a dit aussi qu'elle devait remonter le temps jusqu'à sa naissance pour trouver un message.
Ce message est la seule arme capable de défaire ce pacte démoniaque, un charabia mystique. Tu me comprends? L'ange du patriarche, Mercure de France, Kate Limars est de retour sur le plateau des Livrez-vous 2 ans après le dernier passage de Madame sur ce plateau. Kate Lee, ça va bien? Tu es dans le bonheur? Ça va, merci. Mais tu es épuisé, Kate Lee. 300 pages, l'ange du patriarche. Non, épuisé, c'est un mot très fort, mais oui, c'est un tour de force quand même d'écrire un roman de 300 pages. Mais quand on est pris là-dedans, quand on est emporté par l'action, quand l'action nous laisse même derrière pour voilà, nous entraîner, eh bien bon, c'est très satisfaisant en même temps. L'ange du patriarche, il y a donc un ange au cœur du roman. Il y a un arrière-grand-père, Horatius Melfort, qui n'est pas très présent dans le roman. Par contre, tout se joue autour de ce personnage, qui a donc contracté un pacte avec le diable. Dis-nous ce qui n'a pas été dit dans ce roman Kate Limars. Qui est Horatius Melfort? Bon, c'est un aïeul, c'est donc le fameux patriarche du titre, l'ange du patriarche, qui, il y a un demi-siècle auparavant, donc avant cette histoire-là, voyant sa fortune menacée, ses positions politiques et sociales en péril, eh bien, a fait ce pacte-là avec un ange qui n'est pas un ange vaudou, comme je le dis bien, mais c'est un ange qui s'est approprié un loi, les marinettes, pour voilà, accomplir sa besogne, son besoin de vengeance, puisque Horatius n'a pas respecté les termes du pacte qu'il avait conclu avec cet ange-là. Et il se trouve donc que 50 ans plus tard, des manifestations sont en train de perturber une famille. Et Emmanuela, donc cette jeune femme, quarantaine, veuve, etc., qui est interpellée par sa vieille cousine qui lui dit, tu sais, bon, là maintenant, on entre en turbulence. On est en train de traverser une grande houle, toute la famille, tu dois me prendre d'abord au sérieux et ensuite tu dois t'armer. Mais est-ce qu'on a envie de quoi une chose pareille? Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de vivre ce genre de choses? Mais je me mets à la place de cette femme, honnêtement, dans la réalité, puisque nous sommes dans la fiction, c'est vrai. Mais si dans la réalité, quelqu'un venait et te disait, D'Angelo, aucun problème. Mais ça que t'es arrivé, arrière-grand-père, ou voilà des choses qui se passent, tu as remarqué telle chose qui t'arrive, peut-être que tu n'as pas fait le lien, mais ça a un lien direct, c'est manifestation que tu es en train de vivre. Donc, quoi faire? Et c'est un roman qui met en crise le principe de responsabilité individuelle, Kate Limars, par rapport à ses actions. C'est quand même, Emmanuela, c'est une jeune femme, cadre à la banque, qui doit payer pour ce qu'elle n'a pas fait. Eh bien oui, eh bien c'est ça, en fait, qui est grave, quand d'autres ont pris de mauvaises décisions et les générations après. Donc, maintenant là, je vais laisser le cadre du roman pour dire bien vite que, métaphoriquement, je vois, et je l'ai vu a posteriori dans ce roman, une description de notre société aussi, en dehors de tout cadre magique, de tout cadre ésotérique, etc. Mais manque de leadership, mauvaise gouvernance, mauvaises décisions qui ont été prises en amont depuis tant d'années font qu'aujourd'hui, le pays est dans ce qu'il est. Et je vois en macro ça, sous le cadre de la fiction, du vernis, et tous les effets spéciaux que j'ai pu mettre dans ce roman. C'est aussi un ange malsain, diraient les tenants de la bonne morale. Edwin sort de la chambre. Vanica le suit. Ses poings s'ouvrent et se ferment. Elle respire par la bouche. Edwin comprend qu'il n'y a pas de dialogue possible dans cette scène de théâtre surréaliste. Quelques secondes brûlantes s'écoulent. Elle revient à l'assaut et essaie de le coincer contre la table à manger. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, les bourgeoises insipides que tu pelotais à la soirée? Edwin attrape les poignets de Vanica et les serre à les briser. Il la regarde au fond des yeux et lui dit lentement, en détachant chaque mot, « Elles ne sont pas mes sœurs. » L'ange, pour se reproduire, crée des rapports incestueux. Voici Edwin qui est en contact avec sa sœur Vanica, la sœur qui sait tout, qui fait tout pour entrer en relation sexuelle avec son frère. Oui, et Vanica aussi, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est justement sous l'emprise des vibrations de cet ange-là, de cet esprit qui est un esprit incestueux. C'est sa façon
voilà, de se manifester chez les gens qu'il possède, chez qui il entre. Et il veut que voilà, le rascabrite, les relations incestueuses se fassent entre les personnes qu'il prend. Et là, il se reproduit, il dure un peu plus dans l'éternité. Et à chaque fois qu'il y a un enfant, un être humain qui naît de ces rencontres incestueuses, eh bien, l'ange gagne 100 ans de son éternité. Ouais. Évidemment, nous sommes dans la fiction, hein? Nous sommes dans la fiction. Donc c'est ça, et le livre vraiment est traversé de ces relations incestueuses et que sous l'impulsion, sous la houlette de cet esprit-là. En même temps, ce qui m'a troublé en lisant, là nous sommes au début du roman, à un moment, Éluine a quand même eu une érection. Il est un humain, il est un jeune, il est fougueux. Mais il est avec sa sœur. Il est avec sa sœur, mais les stimulations, eh bien, on les reçoit aveuglément. Même s'il se ressaisit après pour dire « mais c'est pas possible, je ne peux pas me retrouver dans cette situation », la résistance a été quand même dure parce que, particulièrement chez les hommes, il me semble, Angelo, la stimulation... J'adore le « il me semble ». La stimulation est plus impérieuse, elle est plus violente, elle est plus immédiate, elle est aveugle des fois, et donc, qu'à un certain moment, d'autant plus qu'il était sous l'emprise d'une soirée de beuverie, de grande bien arrosée. Donc, les attouchements de sa sœur ne l'ont pas laissé indifférent. Il est un être humain, il est une physiologie, il a une réaction qui se déclenche comme 1 et 1 font 2. Il faut dire que le corps ignore les liens de famille. Le corps ignore ses liens jusqu'à un certain point. Il aurait même pu, j'aurais même pu pousser la chose jusqu'à dire qu'il a eu cette relation sexuelle avec la sœur. Mais bon, voilà, il s'est ressaisi à la dernière minute. Il est allé se cacher. Mais ce qui va mettre en crise tout lecteur, c'est le lendemain matin, elle le regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Méfiant. Alors lui, il est méfiant, Edwin. Il s'approche de Vanica en cherchant ses mots. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ici hier soir? Elle le regarde avec un demi-sourire. Oui, je m'en souviens. Je suis un lecteur très visuel. Moi, j'ai vu cette scène. J'ai vu cette jeune sœur dire à son frère, oui, je me rappelle très bien que hier soir, on a failli coucher ensemble. Oui, oui, et elle le prend avec, sinon une certaine légèreté, mais bon, sans drame. Sans drame, comme quoi ce qui s'est passé était dans l'ordre des choses normales et possibles. Emmanuela, c'est une jeune femme directrice de banque. C'est une jeune femme très ancrée dans le rationnel, dans le premier degré des choses, mais qui a une amie qui s'appelle Patricia, qui, elle, voit les choses d'une autre manière. Qui est donc cette Patricia? Patricia, donc, c'est sa meilleure amie, comme il arrive à toute femme d'avoir une très bonne amie, confidente et qui partage ses moments. Emmanuela est une veuve et qui élève son fils Alain, et Patricia, c'est sa bonne amie célibataire. Donc, elles se retrouvent souvent, elles vont manger ensemble, elles se partagent leurs secrets. Et Patricia elle-même est une vaudouisante assumée, c'est-à-dire de tradition familiale. Dans sa famille, il y a voilà, leur lacou, leur péristyle, leur manifestation. Qui est vers Noailles. Qui est vers Noailles, du côté de Guadeloupe. Et même si Emmanuela, sa bonne amie, elle-même ne pratique pas, mais elle est ouverte à toutes ces spiritualités, particulièrement celle-là, puisqu'elle est notre spiritualité traditionnelle, d'origine et tout ça. Et donc, elle comprend certaines choses et que son amie vit et lui explique, mais elles sont chacune sur une longueur d'onde. Et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir aussi, que face maintenant à tous ces périls qui avancent, il y a la vieille cousine donc, qui a appelé Emmanuela pour lui dire voilà les secrets de famille. Elle va se confier à Patricia, sa bonne amie qui est vaudouisante. Elles sont chacune sur une longueur d'onde spirituelle. Et pourtant, il y a une synergie obligatoire qui va avoir lieu entre elles pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir se tenir l'une l'autre dans ce moment de grande détresse, dans ce moment où non seulement de grande détresse, mais il faut s'armer aussi. Il ne faut pas seulement avoir peur et déplorer, mais il faut avoir des recours. Donc, pour moi, c'est un message de tolérance aussi, dans ce livre, de dire que bon, ou même vaudouisant, moi-même, moi catholique, moi-même, moi dans l'ange Archange Michael, mais nous qu'à faire face ensemble, sans une pas juger l'autre, sans une pas gagner méfiance envers l'autre. C'est la confiance qui a fait que ces femmes ont pu rester ensemble dans ces moments de grand péril. Il y a un monsieur qui est dans la vie d'Emmanuela, qui voit la vie d'une autre façon.
Alors lui, il est bon au lit. Déjà ça compense un peu. Alain et elle rigolent parfois des prétentions de Serge, de son besoin de tout gouverner. Les employés de son entreprise d'import-export doivent l'adorer ou le détester. Avec Serge, il n'y a pas de milieu. C'est tout ou rien, noir ou blanc. Donc c'est donc l'amant d'Emmanuela Serge qui est un monsieur de la petite bourgeoisie. Petite bourgeoisie, mais qui a réussi dans les affaires, qui est bien dans ses affaires, comme on dit, habite un quartier bourgeois, a sa voiture, sa belle maison, ses enfants bien rangés, tout ça. Et puis avec son arme, il est très attaché à son arme. Un ancien militaire qui a été formé aux États-Unis, donc qui a confiance dans les armes, qui a confiance dans ses réflexes, dans sa formation, et qui est amoureux, très amoureux d'Emmanuela, une femme chez qui il a trouvé des qualités extraordinaires, et voilà, qu'il a dans la peau quand même depuis 2-3 ans. Mais elle profite de cet amant-là, qui est un homme par ailleurs très généreux, et qui l'aide dans sa maison malgré voilà, son fils et tout ça. Mais Serge est un monsieur voilà, d'une grande rigueur, d'une grande rigidité. Ouais. Avec une obsession pour la sécurité aussi. Avec une obsession pour la sécurité. Il a fait poser une barrière électrique dans la maison. Il a fait clôturer entièrement, de fer forgé l'arrière de la maison. Il porte toujours son arme à portée de main dans sa voiture. Donc c'est un monsieur, lui-même, les pavillons qui pour sauver. Oui. Et pourtant, on se rend compte que quand l'ange est en action, ça ne va pas arrêter. Effectivement, il est peut-être l'une des premières victimes de l'ange dans ce livre, bien que dommage collatéral, puisqu'il n'est pas de la famille d'Emmanuela. Mais quelque part, puisqu'il a défié l'autorité de l'ange, puisqu'il a nié son existence, il a été frappé et de telle manière. Ouais, on ne va pas dire comment il a été frappé. En fait, ce qui se passe avec l'ange, il frappe l'environnement d'Emmanuela et les membres de la famille et l'environnement humain immédiat. Oui. C'est vraiment un ange démoniaque. Ce qui peut vraiment déstabiliser quelqu'un aussi, puisqu'on ne sait pas ce qui arrive, pourquoi, comment et à quel moment ça peut arriver. Et on ne sait même pas si Patricien a eu la vie sauve, mais un certain regard sur la mort m'a beaucoup marqué dans ce roman Ketli. Ce passage, mais vraiment, et je l'ai inscrit quelque part en moi. Finalement, on a toujours tort de mourir. On est toujours seul pour mourir. C'est comme un pari qu'on perd, sous l'œil éploré, indifférent, ou narquois des autres, secrètement heureux d'être encore vivants. Que devaient penser tous ceux qui les enviaient? André et elle, voilà, là nous sommes dans le roman. Oui. Mais dire que nous sommes toujours seuls pour mourir, c'est un pari qu'on perd. C'est une vision renversante de la mort. Oui, et pourtant, moi, c'est le sentiment que j'ai parfois, que celui qui est mort a tort. Il est mort, eh bien, il a cessé de jouir, il a cessé d'intéresser, il est devenu une mémoire pour certains, et d'autres sont bien contents de n'être pas encore à sa place. Moi, je le constate souvent quand je vais dans des funérailles, je n'y vais plus d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus y aller, c'est presque une mondanité. Quand on est dehors à l'église, c'est le moment de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus, d'échanger les dernières nouvelles, de faire les ragots. C'est vraiment pas une communion dans cette perte, dans ce deuil, mais c'est juste une formalité à remplir. Et mon amour est bien bon, le mourir pour détruire. Que le pas vienne chercher nous. Parce que mourir, c'est comme permettre aux autres de se rencontrer. Voilà. Et de vivre, de continuer de vivre. Évidemment, il y a des regrets sincères, il y a des deuils sincères, mais je parle plus largement dans les cercles autour de la mort. Eh bien, bon, c'est inévitable. Nous savons que nous sommes tous périssables, tous mortels. Donc, L'ange du patriarche, Ketli Mars, chez Mercure de France. Voici donc le tout nouveau roman de Ketli Mars, disponible dans toutes les librairies de la place, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Emmanuela se lève de sa chaise pour redresser le calendrier sur le mur en face d'elle et revient s'asseoir. Plus d'une fois, elle a pensé trouver un autre emploi. Elle a même rédigé une lettre de démission qu'elle n'a jamais envoyée. Serge l'y a incité. Mais elle garde encore ce travail qui garantit sa liberté de mouvement. Elle n'a signé aucun contrat pour son poste de maîtresse. Et Serge peut bien lui tourner le dos sur un coup de tête sans lui payer de préavis ni de congé, fini les largesses. Et il lui faudrait en plus se remettre à chercher du travail par ces temps de chômage chronique. Emmanuela a quand même une situation sociale et économique qui paraît intéressante. Elle est la directrice d'une succursale d'une banque privée, la Soke Bank. C'est bien trouvé, hein? J'ai bien aimé la Soke Bank. Ça, c'est la situation d'Emmanuela. Donc, visiblement, c'est une femme qui n'est pas sur le fil de la précarité. Mais c'est quand même une femme qui, à n'importe quel moment, peut sombrer dans le manque et la privation. C'est quand même une description assez insidieuse de la réalité qui est immense. Rien n'est jamais sûr dans ce pays. Rien n'est jamais sûr. Les postes sont... On peut les perdre d'un jour à l'autre. Et sombrer dans la misère. Et sombrer. Elle vit, elle est une veuve, donc qui n'a pas de rente. Elle n'est pas une rentière. Elle a un amant qui est un homme, voilà, qui est assez fortuné et assez généreux, qui prend soin d'elle. Mais elle est une femme qui est très pragmatique et qui sait aussi que si pour une raison quelconque, eh bien, cette liaison-là voilà, s'interrompt, eh bien, ces largesses, tout ça, c'est fini. Donc, elle doit garder son job. Elle doit, malgré qu'elle ait beaucoup de difficultés, c'est sur la route de bon repos, il y a des problèmes d'agitation et tout ça. C'est un travail fatigant, stressant, mais tant qu'elle n'a pas mieux, eh bien, elle veut y rester parce qu'elle ne veut pas dépendre exclusivement des largesses d'un homme et elle ne va pas tout accepter non plus pour garder cet homme. C'est vrai, l'arrangement lui va, mais elle sait que quelque part, il peut y avoir des raisons qui font que ces circonstances de sa vie changent. Et c'est ce que nous avons vu plus en avant dans le roman. À un moment, il y a des choses qui se sont passées. Oui. Alors là, le concept est gentil, mais c'est quand même une relation intéressée quelque part, Kate Livas. Oui, on va dire intéressée, mais quelle relation n'est pas intéressée? Ça, c'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Parce que moi, j'ai fini par comprendre, avec mon âge, mes expériences vécues, il y a des intérêts qui ne sont pas vénaux, mais il y a toujours un intérêt. Votre meilleur ami, c'est par intérêt aussi que vous gardez une relation avec lui, mais parce que c'est votre confident, c'est votre conseiller. Quand vous vous ennuyez, il est là, vous allez prendre une bière ensemble. Et des fois, voilà, et quand il vous lâche pendant 2-3 semaines, eh bien, vous êtes vexé, vous l'appelez pour lui faire des reproches amers. Vous gagnez quelque chose dans cette relation. C'est mutuel, c'est vrai, mais on y gagne. Ouais. On y gagne toujours. Donc, en fait, les relations sont quelque peu égoïstes. Les relations humaines, oui, en général. Et ceci, que ce soit enfants et parents, dans les conjoints, les compagnons, compagnes à l'intérieur d'un couple, les relations de travail, c'est encore pire. Il y a toujours un intérêt qui motive les échanges interhumains. Ouais. Et très souvent, il y a des amours ou inimitiés quand nous n'arrivons plus à trouver notre intérêt chez l'autre. Voilà. Mais évidemment, dans notre société, nous savons bien que c'est ce qui prime avant tout. Malheureusement, c'est la première chose qu'on évalue. C'est qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Et à cause de la précarité financière de la grande majorité de la population, à cause de cette mentalité qu'on a inculquée aux jeunes filles aussi, aux jeunes femmes, que eh bien, l'homme est un pourvoyeur, c'est un compte en banque virtuel. Donc, et voilà, il faut que des conditions soient remplies pour qu'il y ait échange de marchandises. Et c'est ça que nous vivons au premier degré et à 90% dans les relations humaines. En fait, c'est une forme de prostitution qui ne dit pas son nom aussi. Les histoires de madame papa et de ceci et de cela, c'est la précarité financière. Ce sont des prostitutions camouflées. Camouflées, oui. Patricia Fièvre se met du vernis à ongles rouges sur ses doigts de pied. Le rouge est sa couleur favorite. Elle est une servante d'Ogou, l'esprit guerrier, le défenseur à la machette. Patricia est une femme impulsive, chaleureuse, une lutteuse. L'homme qui l'a pour amoureuse est l'être le plus comblé de la terre. Patricia est l'amie, la maîtresse fidèle, la putain, la chienne de ses amants, dans la félicité ou l'adversité, tant qu'il lui demeure fidèle. Mais voilà,
ils finissent toujours par la tromper. Patricia met tout sur la table. Elle est la putain, elle est la maîtresse fidèle. Elle fait tout, mais malgré tout, les hommes finissent par la tromper. Est-ce que la tromperie est la chose la plus naturelle au monde, Kathleen Mars? Est-ce que c'est normal de tromper? Oh, bon, mon fil là qui raide. Est-ce que c'est normal de tromper? Je ne sais pas si c'est normal de tromper, mais je dis que par définition, la nature humaine n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle. On peut maintenant vouloir, pour des raisons très pratiques, pour même des raisons sentimentales, garder la fidélité à un partenaire. Mais je pense que la pulsion d'aller voir ailleurs, elle est dans nos gènes, elle est dans notre ADN. Et ce sont les conventions sociales qui nous ont appris qu'il faut rester avec un conjoint, il faut construire une famille. Et quand on s'éparpille dans l'infidélité, eh bien, cette construction-là est difficile. Ouais. C'est les conventions sociales qui ont favorisé ce sentiment de possession aussi dans les couples, dans le mariage, la jalousie et tout ça. Parce que pour moi, la jalousie, c'est quoi? La jalousie, ce n'est pas tellement le fait qu'on ne veut pas que l'autre aille voir ailleurs, c'est le fait que quand il le fait, je n'ai plus confiance en moi. Ouais. Je me remets en question, je perds le contrôle de moi-même, je ne sais plus qui je suis. Ça s'attaque à notre orgueil, à ce que nous pensons notre orgueil, notre personnalité, ça nous déstabilise sérieusement. Ouais. Donc, en fait, c'est le sentiment d'être dégradé, c'est le sentiment... Un peu d'être dégradé, d'avoir été choisi, qu'un autre a été choisi à notre place, que nous perdons notre position, notre posture, nos illusions surtout. Donc, oui, donc ce qui arrive à Patricia, c'est que malgré tout ce qu'elle peut faire pour mettre un homme à l'aise, pour le garder, eh bien, c'est l'effet contraire qu'elle trouve. Parce qu'au fait, être fidèle, c'est se faire violence à chaque fois. C'est se faire violence à chaque fois. Mais les femmes ont été dressées pour être fidèles, beaucoup plus que les hommes. L'infidélité masculine, eh bien, c'est banal, c'est un fait divers, tandis que chez la femme, eh bien, c'est un drame. Est-ce que tu opterais pour une infidélité conjuguée? Bon, chacun fait les arrangements qu'il veut. Hein. Chaque couple a son modus operandi, à sa façon. Mais je pense que, avant tout, il faut une harmonie intellectuelle pour pouvoir qu'un couple puisse trouver une certaine harmonie, parce que dans la modernité aujourd'hui, eh bien, il faut avoir un esprit très ouvert, je pense, pour pouvoir résister comme couple. On ne peut plus s'embarrasser des petits principes, des limitations, des mesquineries qui prévalaient auparavant. Il faut, comme le monde est en train de changer, de s'ouvrir, il faut s'ouvrir aussi avec des limites, naturellement. Oui, avec quand même des limites. Alors, Patricia, sinon, elle vit dans un pays où la justice est une notion floue. Un produit qui s'achète et change de main selon des critères variables, suivant une législation sonnante et trébuchante dont les femmes sont les premières victimes. Alors, il faut savoir se faire justice, ne pas craindre de frapper de l'œil et de la dent. Et là, c'est celle qui sert au goût qui prend la parole. Oui, absolument. C'est la femme guerrière. C'est vrai qu'elle est amoureuse. Quand elle a un homme, elle se livre, elle est douce, elle est attentionnée. Mais quand vient le moment aussi de réagir, eh bien, elle frappe. Elle sait que, bon, voilà, il y a des situations où on ne peut plus rester, ce qui sont plus tolérables. Et ceci, que ce soit spirituellement, que ce soit sentimentalement, amoureusement, eh bien, il arrive au moment où on se reprend en main, où on ramasse toutes ces énergies pour avancer, pour ne pas se laisser faire, ne pas se laisser marcher dessus. En même temps, pour retourner maintenant à l'ange Ivo, d'où est venue cette appellation? Bon, écoute, je peux même parler, voir le Faust de Dante, qui a fait un arrangement avec le diable et qui en a payé les prix. Et moi, je dis peut-être que cette famille-là pourrait être vue comme les arrière-petits-enfants de Faust, parce qu'on n'a jamais parlé des descendants de ce personnage-là. Nous avons tous, dans la société haïtienne, nous connaissons plus ou moins tous une histoire de ce genre. Ce n'est pas une nouveauté, je n'ai rien inventé. Que ce soit vrai ou faux, nous tous connaissons un monde qui te prend point, un monde qui te prend engagement, et que là, tu viré mal, et que la famille a payé ça. C'est rien de nouveau. Maintenant, c'est dans quel contexte je le prends, comment je fais intervenir la fiction
dans une dimension qui dépasse le simple fait de points et de choses comme ça. Donc, pour moi, c'est l'intérêt parce que j'ai vraiment extrapolé, je suis entrée dans le fantastique, je suis entrée dans l'épouvante, l'ésotérisme, etc. J'ai voulu écrire un roman à suspense à partir de ça. Emmanuela est fascinée par ce rouge qui brille sur les orteils de son ami. On dirait du sang quand il vient de jaillir, vibrant, vivant encore. Son sang à elle est en train de trahir. Bientôt 11 mois qu'il ne coule plus. Encore 1 mois et elle aura bouclé le fameux cycle qui confirme la ménopause. Comme sa mère Judith, ses règles vont donc disparaître avant qu'elle n'ait atteint ses 50 ans. Elle a des sentiments mitigés par rapport à cette nouvelle étape de sa vie. Devrait-elle en être heureuse ou inquiète? C'est quoi une femme sans son sang, sans ses seins qui gonflent et lui font mal, sans son humeur qui change, sans cette preuve mensuelle et douloureuse de sa féminité? C'est ça ma question, Kate Limas. C'est quoi une femme sans son sang, sans ses seins qui gonflent et lui font mal, sans son humeur qui change, sans cette preuve mensuelle et douloureuse de sa féminité? C'est un questionnement légitime de cette femme à la veille d'entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. Parce qu'on se remet en question, puisqu'on a toujours été femme, parce qu'on peut procréer, parce qu'on est réglé chaque mois sur la lune, parce que le corps reçoit des sensations, et désagréables ou agréables, dépendant de la femme ou du moment. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais cette femme-là, dans ce moment, s'est posé la question parce que c'est quelque chose qu'on redoute, les femmes qui traversent ce moment. Et donc, Emmanuela s'est posé la question, est-ce que je serai la même? Est-ce qu'on me verra de la même façon? Est-ce que j'aurai les mêmes besoins, les mêmes désirs? Est-ce que... Voilà. Et j'ai voulu, dans ce roman aussi, rendre un hommage au corps de la femme. Parce qu'il est présent. Et c'est un peu ma marque aussi. Tout passe par le corps, les sensations du corps. Le corps est un personnage. En dehors du nom, Emmanuela, Patricia, Intel, mais le corps est un personnage du livre. Et ce n'est pas sans raison que je dis que quand l'archange Michael se manifeste finalement à un être humain, à une de ses femmes, eh bien, c'est du sang qui sort de son corps, qui lui fait savoir qu'elle est traversée par cet esprit bénéfique. Et c'est ce que sa vieille cousine lui avait dit et qu'elle a fini par expérimenter. Et c'est une expérience extraordinaire. Et ceci peut arriver à une femme, dans ma fiction, quel que soit son âge, même si elle a été ménopausée ou pas. Donc, c'est quoi une femme sans son sang, sans ses règles? Il faut avoir fait l'expérience pour le savoir. Moi, j'ai fait cette expérience et j'en suis heureuse. Mais est-ce qu'une femme sans ses règles, sans voir son sang, a toujours de l'appétit sexuel? Oui et non. Oui et non. Évidemment, physiologiquement, il y a des choses qui changent. Il y a des hormones que notre corps ne produit plus et qui étaient responsables eh bien, de certains changements d'humeur, de certaines inclinaisons amoureuses plus ou moins fortes. Mais maintenant, on apprend à aimer à un autre niveau. On apprend à désirer à un autre niveau aussi. Et à ce moment-là, le corps suit le mouvement. Ce n'est plus la pulsion primaire animale. Maintenant, c'est autre chose qu'il faut apprendre à apprécier. Je trouve que tu défends bien la chose. Absolument. Je parle pour ma chapelle. L'Ange du Patriarche, c'est un roman que tu as écrit en Haïti, en France, en résidence d'écriture. Oui, j'ai écrit le plus fort du roman en résidence. J'étais pendant 3 mois dans la Provence française. Et c'était vraiment une coïncidence que j'avais cette résidence, j'avais obtenu cette bourse et c'est ce texte-là que j'allais écrire parce que j'ai été vraiment en isolement pendant ces 3 mois, dans un espace extrêmement vaste, isolé et esselé, magnifique, mais tellement seul, tellement qui peut être lourd à vivre parce que nous, en Haïti, nous vivons dans une ruche, nous sommes toujours entourés de bruit, d'odeurs, de sensations. Et là, j'ai été parachutée dans cet espace sur 300 hectares du jour au lendemain. Et vraiment, ça m'a un peu désarçonnée, déstabilisée. Et c'est tout ce qu'il me fallait pour écrire ce roman. Parce qu'au pas qu'à écrire un roman, ça a tête claire, fort peur. Et Emmanuela, qui est donc la maîtresse de Serge, elle a un certain regard sur l'épouse de Serge. Elle dit qu'elle doit être une parfaite maîtresse de maison, une mère de famille exemplaire pour ses 3 enfants, 2 garçons et une fille, et une bonne chrétienne naturellement. Emmanuela se demande si elle a encore envie de son mari, s'il lui arrive de désirer un autre homme, si elle a des fantasmes ou des obsessions.
C'est une femme gentille, Emmanuela. Bon, c'est une femme réaliste. Elle ne voit pas l'épouse de son amant comme une rivale, même si, en fait, socialement, c'est ce qu'elle est. Elle pense à cette femme aussi, bon, d'où Léon femme, c'est pour toute femme. Et le Serge qu'elle connaît, elle voit mal comment il est en relation avec cette femme BCBG, qui est une bonne chrétienne, qui élève ses enfants dans les normes. Mais évidemment, il ne faut pas trop se fier aux apparences aussi. Peut-être qu'au lit, elle est une bête de sexe. On ne sait pas. Donc, ce sont les questions qu'elle se pose. Ça veut dire qu'elle vit entièrement sa relation et elle se dit, bon voilà, comment ça se passe dans l'intimité de mon homme quand il est avec sa femme chez lui. Parce que c'est vrai que Serge a des envies Serge est un amoureux très particulier qui a des penchants un peu, on va dire, sado, maso, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette femme qu'elle voit de l'extérieur comme une bonne mère de famille, sage et très classique. Il y a même un passage dans le roman où Emmanuela parle à Serge. La conversation ne touche en rien à la sexualité. Mais Serge, lui, il voit déjà Emmanuela agenouillée, les yeux bandés. Oui. Je me suis dit, mais c'est magnifique comme description, comme vouloir chez Serge. Oui, le Serge est un personnage très particulier et beaucoup de gens ne l'ont pas aimé dans le roman, mais il est tellement vrai, il est tellement... Et voilà, il tient son personnage. Et ce roman voyage aussi. Il y a aussi des séquences aux États-Unis. C'est pour montrer la toute-puissance de l'ange. C'est un ange avec un pouvoir extraterritorial. Oui, qui vient finalement prendre le contre-pied des croyances que nous avons en Haïti, puisque j'ai toujours dit « Ouanga pas jamais de l'eau ». Et pourtant, moi, je fais voir dans mon livre que cet ange, il arrive à toucher la vie de parents aux États-Unis, en France, même en Afrique. Ça veut dire que, voilà, les ondes, les vibrations et les karmas, ils voyagent aussi comme nous et ils restent collés à notre peau. Et c'était aussi une occasion de présenter ces autres membres de la famille, comment ils ont vécu. C'est un clin d'œil à l'immigration aussi haïtienne, de ces familles éclatées qui se retrouvent chacun vivant et dans d'autres mondes, dans d'autres lieux, et qui pourtant, voilà, ce lien-là, avec ce secret de famille qu'ils partagent, ils en subissent les conséquences aussi, quels que soient les endroits où ils se trouvent. Et une scène qui m'a très secoué, quand l'ange s'est attaqué aux deux sœurs, Beverly et Samantha. Présente-nous, mais vraiment, ces deux jeunes filles. Bon, ces deux jeunes filles, ce sont les petites filles de Couz, de la vieille qui est un peu une sorte d'exorciste, qui toute sa vie a aidé les gens à se défaire d'esprits maléfiques et qui va passer le flambeau en quelque sorte à Emmanuela. Eh bien, ces deux jumelles, Beverly et Samantha, sont les petites filles de Couz. Et elles vivent à Chicago avec leur mère médecin. Et quelque part, tranquillement, cet ange est entré dans la maison. Et moi, des fois, en écrivant, on a des trouvailles qu'après coup, on se dit, mais ça, c'est génial d'avoir pu trouver ça. Moi, je me suis envoyé des fleurs à un certain moment parce que l'ange est arrivé dans un arbre, dans la cour de ces demoiselles, et Beverly, qui a des velléités d'être écrivain, voit dans cette apparition qu'elle ne s'explique pas le commencement d'une histoire fantastique, d'épouvante qu'elle a envie d'écrire. Parce qu'elle, elle se voit dans quelques années, à l'instar de Stephen King, à l'instar de Joyce Carol Oates, elle veut être une grande écrivaine de thriller. Donc, cette image qu'elle a vue et qui pourtant était la chose la plus abominable qu'elle aurait pu voir de sa vie, elle voit ça comme le commencement d'une histoire. Et c'est en écrivant cette histoire, jour après jour, qu'elle donne accès à l'esprit maléfique dans sa famille. Elle ne se rend pas compte que c'est elle-même et son ordinateur qui sont en train d'appeler, centimètre par centimètre, la prise de possession de l'esprit dans sa famille. Et l'ange est entré par l'ordinateur. L'ange est entré par l'ordinateur de Beverly, qui écrit une histoire qu'elle pense fictive, alors qu'elle est en train d'écrire l'histoire de cette famille qu'elle est en train de détruire. Donc, c'est vraiment un roman dans un roman. C'est une sorte de mise en abîme que j'ai trouvée et qui a bien rendu aussi tous les pouvoirs et tous les moyens inattendus qu'un esprit peut avoir pour s'emparer d'une famille. Mesdames et messieurs, Kate Limar, c'est sur le plateau. Délivrez-vous
L'ange du patriarche. Voici le roman qu'il faut absolument lire pour ce mois de mai. Le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Et comment le battre, l'ange Ivo? Par le pouvoir de la parole. Oui, la parole. Ne sois pas incrédule, ma fille. Rappelle-toi cette parole dite à Marie par l'ange Gabriel et qui a changé la face de l'humanité. Que tu y crois ou pas, le pouvoir de la parole dépasse notre compréhension. Mais il est offert à chaque être humain, aussi insignifiant soit-il, aux hommes et aux femmes responsables de la destinée des nations, comme aux plus humbles créatures de Dieu. Seule la parole peut combattre l'ange Ivo. Ketlimans, je ne supposais pas autant de pouvoir à la parole. Eh bien oui, et pourtant, puisque là j'ai fait référence à cette parole de l'ange et qui a inculqué cette foi à Marie, n'est-ce pas, et qui a cru qu'elle allait porter le Fils de Dieu, qui est déjà quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pas rien, d'être engrossé par Dieu. Par Dieu, par son esprit, c'est extraordinaire. Et ce qui est à la base de la croyance chrétienne, puisque sans Jésus, sans la naissance par l'opération du Saint-Esprit, il n'y a pas d'histoire. Oui. Non, c'est mort. Okay. Donc, de la même façon aussi, cette parole-là, c'est quoi? C'est Couse encore, la vieille tante, la vieille cousine, qui est une personne marquée depuis l'enfance par l'esprit. Et elle a raconté à sa petite cousine Emmanuela que quand elle était enfant, sa mère lui a toujours raconté qu'un jour, à peine quelques jours après sa naissance, on a vu les inscriptions de lumière, en lettres de lumière sous son berceau. Et ces inscriptions-là, avec le recul du temps, elle a compris que c'est un message que l'archange Michael, puisque plus tard, bien longtemps après adulte, elle est devenue ce qu'on appelle une michaélienne, quelqu'un qui est une adepte, une disciple de cet ange. Et elle a eu la révélation que ces inscriptions qui sont restées des jours sous son berceau, eh bien, c'est ce message que l'ange, des années avant, lui avait donné comme un talisman, comme la parole qui aurait pu combattre cette malédiction qui allait tomber sur sa famille. Mais c'est une histoire, c'est presque une légende dans la famille. Mais Couse a compris, à son grand âge, qu'il lui fallait faire une plongée dans son histoire. C'est là que le roman devient envoûtant. Il y a un voyage dans le temps dans ce roman. Il y a un voyage doit retourner dans le temps pour voir quelle était cette inscription de lumière. Cette inscription de lumière qui est la seule capable de défaire la malédiction qui est en train de décimer sa famille. Alors quand les gens vont lire l'ange du patriarche, ils vont voir si Couse a pu faire ce bond dans le temps. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Est-ce qu'elle en est revenue indemne ou pas. Ou pas. Et voilà qu'est-ce qui a été fait de ces mots-là. Donc c'est ça toute la question. Et le livre avance. Et on n'est jamais au courant, jamais sûr, jamais certain, puisqu'il y a tellement d'entraves, il y a tellement de coups de théâtre à droite et à gauche qui viennent bouleverser la vie de ces gens. Chaque personnage fait face à des situations, que ce soit le fils Alain, que ce soit Emmanuela, que ce soit Patricia, que ce soit ce fameux Jean-Michel Basquiat dont nous parlions plus tôt, qui est le bon ami d'Alain, le fils d'Emmanuela. Chaque personne est interpellée dans sa foi, est déstabilisée dans son quotidien par sa proximité avec cet ange dans la famille. Donc, moi, je laisse le lecteur, et des lecteurs m'ont dit vraiment que jusqu'au dernier moment, ils ne savaient pas quelle serait l'issue du roman. Et c'est ça, tout l'art du roman, pour moi, tout mon art a été de tenir ce suspense jusqu'à la dernière minute sans lasser. Et c'est joliment réussi, ces 300 pages. Et l'ange Ivo a des complices.
Ses complices sont les marionnettes, on en a parlé tout à l'heure. Et les marionnettes sont ces soldats qui décrivent de l'encercle obscur autour de leur proie, des cercles de frayeur et de perdition, souvent jusqu'à la folie. Leur présence annonce l'ange et précède la mort. Elles nous prennent à l'usure, nous poussent à halluciner, à nous détruire nous-mêmes. Elles nous ravissent aussi notre essence placentaire en nous sacrifiant le jour de notre naissance. Ce sont donc les marionnettes. Les marionnettes que tu as mis en lien dans l'histoire d'Haïti. Cérémonie du bois caïman. C'est là qu'il faut y aller pour voir l'origine cosmogonique des marionnettes. D'après la légende, d'après notre mythologie, notre cosmogonie, les marionnettes, donc, ce sont des esprits vaudous. Et Marinette était là à la cérémonie du bois caïman, a participé aux activités. Et par la suite, elle a été brûlée vive par les colons, qui ont fait des représailles évidemment très dures, très violentes sur les responsables, et les complices et tous ceux qui travaillaient à cette révolution. Donc Marinette est devenue un esprit, mais un esprit paradoxal, puisque c'est elle qui avait galvanisé les esclaves en révolte, qui les avait amenés, leur avait donné toute la force. C'est elle qui avait égorgé le cochon aussi. Mais en même temps, c'est un esprit aussi qui peut être très violent, même avec ceux qui la servent. Parce que, bon, voilà, c'est sa nature. On ne peut pas expliquer ces choses-là. Donc, Marinette peut être utilisée à bon escient ou à mauvais escient. Et c'est la façade sombre, la façade obscure de cet esprit, de ce loi, que l'Angivo a convoqué maintenant pour persécuter chaque membre de cette famille, les suivre partout, les obséder, leur inspirer du délire et toutes sortes de choses, pour enlever leur essence humaine. Et il y a un débat quand même dans l'Ange du Patriarche autour de cette question de l'indépendance, autour de l'intervention des éléments mystico-religieux. Et Serge, un bon garçon rationnel, a des arguments. Il dit, sais-tu que la révolution des esclaves de Saint-Domingue devait logiquement réussir? Tous les montages mystico-diaboliques autour de la question, c'est de la foutaise, Emmanuela. Ils se sont affranchis. Il n'y a rien à dire. Ils ont lutté et ils l'ont gagné, la foutue guerre de l'indépendance. Tu sais pourquoi? Mais Serge, c'est quand même quelqu'un qui peut s'énerver. J'ai vu cet homme s'énerver parce que quand enfin Emmanuela lui dit « J'ai été à quoi des bouquets pour faire un lave-tête ». Lave-tête là, t'es intéressé dans pile tout. Hein? Qui ça qu'on lave-tête, Kate Limars? Bon, la tête là, c'est un acte, c'est un geste que vous posez dans la religion vaudoise et vous êtes capable de poser pour même sans qu'on pas un monde qui est initié, même sans pas un monde qui est attaché à un lac ou à un péristyle. C'est son bagage psychologiquement qui permet de prendre force sur sens déstabiliser spirituellement. Ou cap des amours qui ont gant, des amours qui m'embo, ou parler avec lui, ou confier que voilà, m'a passé des perturbations, m'a fait des rêves drôles, des gens qui persécuté, me disent mais venez, m'a font laver tête pour me remembrer. Ouais, mais ce n'est pas un engagement, on ne devient pas forcément un vaudouisant ni un initié. C'est comme si tu allais voir un psychologue et puis tu fais quelques séances, l'endormir, l'hypnotiser, lui faire parler. Et puis après, tu te retrouves un peu mieux équilibré, avec plus de force pour continuer sur ton chemin. Donc, c'est le lave-tête que Patricia a recommandé à Emmanuela de faire parce que lui, ouais, que quand on est là, on prend frappe. Ouais. Venez me passer mes sous. Ah, oui. Mais malheureusement, l'effet n'a pas duré parce que l'ange après a continué à traquer Emmanuela et ses proches. Oui, mais ce traquage, cet effort de destruction a justement été ralenti par ce lave-tête qu'elle a fait, puisque il n'y a pas une prise sous lui aussi facile, puisque tête les lavée, nettoyée, elle est spirituellement plus forte, donc elle a pu résister plus longuement. Il prend un coup, mais ce n'est pas comme quoi qu'elle est tombée au premier coup. Elle a pu résister jusqu'au bout et poursuivre voilà, sa défense avec ses prières et avec tous les gestes mystiques que sa vieille cousine lui a appris aussi. Loué soit le cauchemar qui nous révèle que nous pouvons créer l'enfer. Loué soit l'ange dont l'œil rouge traverse illusion et réalité pour que l'œuvre de l'ombre s'accomplisse. Loué soit l'enfant que les serviteurs de Lucifer ont marqué de 3 gouttes de sang et dont la naissance viendra nourrir la mort. Loué sois-tu, créature première, rejetée dans le désert par ta propre sœur, car ta main ne flanchera pas pour immoler l'agneau. Le sang coulera le jour de la naissance pour nourrir les ténèbres.
Enya, Arilwok, El Roche, El A, Exanian, Rop, Riwan, Sel, Sebernet. Nous sommes de quelle langue là, Kedli? Parce qu'en lisant ce passage, j'ai quelque peu trébuché. Ah, attention, hein, nous sommes dans un autre registre linguistique. Oui. Donc déjà, cette prière, elle sert à quoi? Et cette langue qui est tout au fond, elle sert à quoi? Bon, cette prière, puisque tu l'appelles prière, moi je ne la vois pas comme une prière, c'est la complicité de l'ange avec Beverly. Ce sont des extraits de textes qu'elle trouve. Après qu'on histoire, mais chaque fois qu'elle quitte l'école, l'activité, elle tourne demain, les jeunes ont avancé l'histoire pour lui. Elle ne sait pas d'où ça sort. La première fois, elle s'est inquiétée, mais finalement, elle a dit c'est naturel. Tu sais que dans des histoires comme ça, démoniaques, diaboliques, il y a des choses qui te choquent et puis au fur et à mesure, tu trouves, mais bon, ce n'est pas un problème puisque ce qu'ils disent, c'est très intéressant, ça donne beaucoup plus de piment à l'histoire, ça me dit dans quelle direction aller dans mon histoire. Donc, elle ne comprend pas qu'on est juste en train de lui dire comment assassiner, comment faire couler le sang. Pour elle, elle est dans la fiction, mais alors que sa tête est entièrement occupée. Ça s'est fait graduellement, mais maintenant, elle est entièrement possédée. Elle est devenue une étrangère dans sa propre maison. Ses parents, sa sœur jumelle surtout, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de passer, mais personne ne va vouloir quoi ça. Alors qu'on sait que chez les jumeaux, il y a cette sorte de, c'est pas quelque chose qui dépasse la compréhension, qui fait que l'une comprend comment l'autre vit. Eh bien, Samantha comprend que quelque chose se passe. Elle dit qu'il y a une troisième jumelle dans la maison qui se tient derrière le dos de sa sœur. Mais c'est lui seulement qu'elle. Ouais. Et quand elle en parle à sa maman, quand elle en parle à quelqu'un d'autre, ah, c'est les histoires paranormales des jumelles, mesdames, il y a toujours qu'on a fait blague avec bagaille ça yo, créer des histoires pour se rendre intéressantes. Donc, c'est dans la même logique qu'elle continue. La seule personne à même de la croire et de la comprendre, c'est sa grand-mère. Donc, Couz. Mais Couz est jusqu'en Haïti. Couz, un jour, eh bien, comprenant que les choses sont en train de se précipiter, elle appelle sa fille, la mère des jumelles, pour lui dire, gon bagaille qui a passé là, lui-même baleine dans tout cas là, mettez de l'eau bénite, mettez crucifix dans la cabane. Mais imaginez une médecin à Chicago qui prend le travail pour maman l'après les quand maman son vieux bon illuminé qui dit mais ça qui a passé la caillou là, etc. Bien bon. Les chou maman dit écoute maman, on pas jamais empêcher au fort, mais ne viens pas diriger ma vie ici avec mes enfants jusqu'à Chicago. Et pourtant, du seul ciel, la vieille savait ce qui allait arriver. Et ses petits-enfants et ses enfants étaient en grand danger. Donc, c'est ça, ce petit passage que tu as lu, c'est l'ange lui-même qui, dans l'ordinateur de Beverly, chaque jour qu'elle vote, elle voit que l'histoire progresse et lui signale dans quel sens aller. Et cette langue-là, El Nia Sarilwok, c'est donc la langue de l'ange. C'est la langue de l'ange, oui. Alors, il y a un passage qui, un peu à la suite du passage sur la mort, qui me paraît très philosophique également. Quand tu écris à la page 194, la vie d'Emmanuela est devenue une attente. Les femmes et les hommes, partout dans le monde, attendent tous quelque chose. La guérison pour les malades, la fin de semaine pour les travailleurs, du boulot pour les chômeurs, les grandes vacances pour les écoliers, le retour de Jésus pour les chrétiens, du pain pour les affamés, de la canne pour les camés, l'inspiration pour les poètes, le pouvoir et toujours plus de pouvoir pour les politiques, encore plus de millions pour les millionnaires, du sang pour les vampires, l'amour tendre ou dévorant pour les esselés. La liste est infiniment longue. Tout le monde espère toujours quelque chose, au point d'en oublier que l'instant présent est celui qu'ils attendaient l'année dernière, la semaine dernière ou même hier. Nous sommes en attente, Ketli Mars. Absolument. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans les philosophies indiennes, dans les philosophies bouddhistes, de vivre le présent. Et nous l'oublions trop souvent, toujours à la recherche de quelque chose, toujours insatisfait, toujours attendant le lendemain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine, quelque chose qui ne viendra peut-être pas, oublieux de vivre ce jour-là, qui est tout ce que nous avons. Cet instant, c'est tout ce que nous avons. Vous pouvez avoir des millions en banque, vous pouvez avoir des projets, votre billet d'avion dans votre poche, rien ne vous est donné. Moi, quand j'apprends, par exemple, qu'un ami est mort, que quelqu'un est tombé, surtout quand ce n'est pas de maladie, mais de mort subite, mais je me dis, mais cette personne s'est levée ce matin en accomplissant des gestes routiniers, en mangeant petit déjeuner, habillé, voiture chauffée, trafic, etc., sans savoir que c'était les dernières heures de sa vie qu'on était en train de vivre. Donc,
souvent aussi, nous devenons égoïstes, nous devenons méchants, nous devenons âpres, tellement nous sommes dans la course de choses matérielles, alors que des fois, il faut s'arrêter un moment, regarder la lumière, regarder un arbre, regarder un enfant et se sentir vivre et être heureux d'être là, dans ce moment-là. C'est ce que j'ai voulu traduire dans ce passage. Profiter du temps présent, Ketli Mars. Les mains vides. Voilà. Les mains vides. Emmanuela avait donc un mari avant Serge, un certain André, qui est très présent aussi dans ce livre quand même. Tout en étant absent. Tout en étant absent. André avait fait une petite infidélité à sa femme. Il avait donc une maîtresse, une toute petite. C'est quand même un homme qui parle, il va chercher à diminuer la chose. Et il a eu un enfant hors des liens du mariage. On sait que l'Angiveau est incestueux. Et par on ne sait quelle magie, l'enfant, la fille, qui est donc Vanica, qui est au début du roman, va rencontrer son frère. Et des choses vont se passer, Ketli. Oui, donc c'est là la construction romanesque. Ouais. C'est là une pièce du puzzle très importante. Tu sais là, Ketli, j'ai fait. Ça, c'est bien fait. Oui. Il faut lire tout le roman pour voir comment c'est bien tissé, c'est une toile. La connexion des personnages, la connexion des histoires, la connexion du passé avec le présent, c'est vraiment un tissage et dont la construction m'a donné beaucoup de plaisir. Parce que quand on va, on est quand même à l'aveugle, on ne sait pas où on va, mais au fur et à mesure, la logique du roman s'impose à soi, du moment qu'on est ouvert, du moment qu'on ne se laisse pas bloquer par la peur, etc. Et c'est là pour moi peut-être que la richesse de l'écriture et la grande satisfaction que nous autres écrivains, créateurs avons, et je suppose que ça vaut pour les poètes, ça vaut même dans les arts plastiques, de voir que quelque chose prend forme qui n'est sorti de nulle part. Et il faut beaucoup d'ouverture, être ouvert dans l'attente de ces choses-là et avoir beaucoup d'humilité aussi pour se dire que ça peut rater, ça peut ne pas venir, mais il faut être réceptif. Et puis, il y a quand même aussi des moyens de s'aider parce que moi, l'Internet, vous savez, c'est un monstre. Oui. Si on sort Kounia, c'est oublié. Parce qu'on trouve de tout. Eh bien, moi, je suis allée voir comment on construit des thrillers aussi. Je suis allée prendre quelques bêtes, comme on dit. Ouais. Et, par exemple, Gombaga qui te trouvé fascinant. La personne, le conseiller sur le site vous dit, vous êtes en train d'écrire une histoire fantastique, une histoire extraordinaire, une histoire ceci, cela, et vous arrivez devant une impasse, comme si, hop, vous débouchez son mur. Oui. Ou par contre, qui ça vous dit, qui côté pour aller. Il vous dit, bon, vous allez imaginer 5 options, mais des plus folles, des plus extraordinaires, des plus incroyables, l'arrivée devant mur ça. Est-ce que, ou est pas pour sauter dans tes campés devant mur? Est-ce que vous-même, vous poussez des ailes, vous volez? Est-ce que là, il y a eu un tremblement de terre qui va faire tomber le mur? Imaginez des options des plus abracadabrantes et prenez la plus extraordinaire. C'est comme ça que vous avancez dans votre roman. Donc, c'est ça. Donc, la construction aussi, eh bien, vous êtes au corps à corps avec le texte et vous voulez qu'il avance tout en étant incroyable, mais croyable. Est-ce que tu peux lire un passage au hasard, comme ça? Bon. On va te préparer à ça. On va te préparer à ça, oui. Un petit passage, comme par hasard. Oui. Il y a un petit passage que j'aime bien. L'ange du patriarche, Ketli Mars est sur le plateau Délivrez-vous. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Ketli sur le plateau. J'espère la revoir prochainement, au moins l'année prochaine pour un nouveau roman. Parce que 300 pages, ça prend de l'énergie. Ça prend des parties d'une vie. Et c'est un roman très bien écrit. Bon, c'est Ketli Mars, c'est une écrivaine accomplie. C'est un roman qui va vous garder du début jusqu'à la fin. Et le roman est disponible dans toutes les librairies de la place, particulièrement librairie La Pléiade et librairie Astérix. Et Ketli Mars va signer ce roman à Livre en Folie. L'ange du patriarche, c'est l'occasion de vous plonger dans l'univers de cet ange, Ivo, qui pourchasse une famille parce qu'un aïeul avait contracté ce qu'il ne fallait pas contracter. Ketli, tu as trouvé le passage? Oui. C'est un passage où Jean-Michel Basquiat, ce jeune paumé... On l'a oublié. On l'a oublié. C'est un personnage, un jeune qui a fait une fixation sur Basquiat et qui a décidé à un certain moment de sa vie qu'il s'appelait Michel Basquiat. Il vit dans une sorte de mimétisme de Basquiat. Il s'habille comme lui, il se coiffe comme lui, et puis il vit dans l'outrance comme lui aussi. Donc, il
il est bisexuel. C'est un personnage ambigu, assez ambivalent, et qui a rencontré Vanica. Et il sait que cet amour-là sera peut-être fatal pour lui. Alors Vanica vient le voir chez lui. Sa présence occupe tout l'espace de la chambre. Elle ne lui laisse pas de place dans son propre intérieur. Il peut juste divaguer dans sa tête quand il la regarde et subir sa lumière. Et trouver un peu de place à ses mains pour la toucher. Il en a mal. Il a peur de ne plus souffrir de ce mal. Il n'a jamais eu peur de cette façon-là. Le corps de Vanica dégage une essence, une puissance insupportable, quelque chose qui tient d'un bois précieux, le bois de ses os, de l'ébène, même s'il n'en a jamais vu, jamais touché. Peut-être que Basquiat en a vu, lui, de l'ébène, qu'il l'a caressé et que tout son corps en a frémi. C'est peut-être après avoir caressé cet ébène qu'il a peint Eve in Eden. Peut-être même que le pommier du paradis était une ébène à laquelle le serpent avait accroché quelques pommes. Edwin était Adam et Vanica Ève et lui, JMB, la pomme. Il peut tout, le serpent. Il est lové dans la tête de JMB depuis l'enterrement d'Edwin. Dès qu'elle a pénétré le pas de la porte, il a craint qu'elle ne s'en aille ou qu'elle ne soit pas venue. Leurs lèvres se sont prises avec violence. La main de JMB cherchait déjà le sexe de Vanica, son odeur mâle et femelle. Il l'a pénétrée sachant qu'il n'en avait pas le doigt, mais il fallait qu'il pénètre en elle pour trouver une place, puisqu'elle ne lui en laissait plus dans la chambre. C'était la seule façon d'échapper à l'anéantissement. Elle lui a accordé d'exister, ni homme ni femme, mais ébloui dans son errance. Un passage qui est d'une grande sensualité. Est-ce que des fois ça te dérange que certains lecteurs ou bien que le marché de l'édition, la littérature te considèrent comme la plume brillante de la sensualité? Non, ça ne me dérange plus, on va dire. Ça ne me dérange plus parce que beaucoup d'articles ont été écrits là-dessus, parce que nous avons la chance, je pense, un petit groupe d'écrivains contemporains, d'avoir des universitaires, particulièrement à l'étranger, en Amérique du Nord, en Europe, qui écrivent des thèses sur notre travail. Souvent, dans une année, je reçois 3-4 emails d'universitaires qui me demandent ma collaboration pour leur permettre d'avancer dans leurs travaux. Donc oui, la sensualité et l'érotisme sont des éléments qui reviennent évidemment dans tout ce qu'on écrit sur moi. Moi, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix et cette tendance, cet univers, ce monde, cette façon d'écrire s'est imposée à moi dès le départ, dès mes premiers romans, dès mes premiers poèmes, pardon. Parce qu'on avait vu en moi une poète intimiste, la poétesse de l'intime, de la chambre, des secrets d'alcôve, vraiment de la sensualité. Et évidemment, ça a un peu dérangé cette audace d'écriture. Puisque pour une femme, non, j'étais déjà une mère de famille à l'époque, d'autant plus. Qu'est-ce qu'elle écrit, pourquoi elle écrit comme elle écrit, et qu'est-ce que ça veut dire aussi. On a voulu interpréter. Mais j'ai continué dans cette direction-là, puisque ça me paraissait tout naturel. Et tout en souvent me posant des questions, me remettant en question, mais pourquoi tu écris comme ça? Pourquoi tu es un écrivain? Maintenant, ce n'est plus l'écrivain sensuel et érotique, c'est l'écrivain dérangeant. C'est ce qualificatif qui revient de plus en plus souvent. Je suis un écrivain dérangeant. Est-ce que c'est un fait exprès? Oui et non. J'aime bien sortir de l'ordinaire et si je dérange, tant mieux. Mais ça m'a pris aussi un petit temps de m'accepter tel que je suis et de me dire que même si on confond l'auteur et son œuvre, je continue d'avancer. Parce qu'il ne faut pas confondre l'auteur et son œuvre. Il ne faut pas se dire que Kathleen Mars, elle est sûrement une nympho, elle est sûrement une obsédée sexuelle. Dernièrement, un ami me disait qu'il causait avec un autre et puis il a parlé de moi à Kathleen a son bon écrivain, mais le gros problème à sexe. Tu vois, donc ce sont des choses que tu dois accepter. Mais c'est un coup sexe, t'as qu'un problème. Comme si sexe était qu'un problème d'une part. Et puis, c'est pas vrai, mon Dieu. Je ne peux pas être tous les sexes, toutes les amours, tout ce que je décris. Sinon ce roman est érotiquement correct. Oui. C'est ta formule dans le livre. Oui, érotiquement correct. Mais il y a au moins une trentaine de personnages dans ce livre. Est-ce que je pourrais être dans la sexualité de chacun de ces personnages? C'est fou. Mais je veux être dans la vérité. Et je pense que l'érotisme et la sensualité sont au centre de la vie de tout le monde, que nous en soyons conscients ou pas. Donc,
il faut faire sortir ça. Ouais. Il faut s'exprimer au travers de ça aussi. Il ne faut pas se mentir à Il ne faut soi-même. pas se mentir à soi-même. Merci, Ketli Mars. Merci, D'Angelo. Mesdames et messieurs, L'Ange du Patriarche, voici donc le roman à lire par ces temps qui courent. C'est un roman qui va donc vous faire voyager, remonter le temps, rencontrer des anges, des archanges, des femmes qui aiment, des hommes qui aiment, des fêtes, des soirées. Tout y est dans L'Ange du Patriarche. Mesdames et messieurs, respirez, place maintenant la rubrique Temps Science. Place maintenant à la rubrique Temps Science à délivrer-vous. Nous allons parler de physique quantique avec Maître Philippe Junior Volmar qui est sur le plateau en Royabel. Maître Volmar, royabellement, votre. Il y a beaucoup de bonheur comme d'habitude dans ta vie. Comme d'habitude. Tu gardes la ligne. C'est une constante. On va parler de physique quantique, mais avant, parlons de physique, Maître Volmar. Qu'est-ce que la physique? Ouais, là, bon, la physique, c'est une science qui étudie le comportement de la nature, si je peux dire ça comme ça. Même si le mot comportement est un peu excessif. Et pas de la même manière que la chimie? Non, pas de la même manière que la chimie, parce que la chimie étudie plutôt les interactions entre les molécules. Même pas à l'échelle atomique, parce qu'à l'échelle atomique, on est encore dans la physique. C'est une science, je pourrais dire, mère, parce que on finit par tomber quelque part dans la physique, quel que soit ce qu'on étudie dans la science, même les sciences humaines. Ouais, on tombe quand même. Donc, ce que fait la physique, c'est de comprendre le fonctionnement de la nature, pourquoi, par exemple, pourquoi le soleil brille, qu'est-ce qui fait briller le soleil, pourquoi est-ce que quand nous sautons, nous finissons par tomber sur Terre. Donc ça, ce sont des études qui intéressent la physique. Et pourquoi maintenant il y a la physique quantique? À quelle question la physique classique n'a-t-elle pas pu répondre pour que les hommes aient eu à inventer la physique quantique? Eh bien, c'est une question qui a été débattue depuis fort longtemps dans l'histoire de la science et de la philosophie. Et pour commencer, c'est de la nature des corps. Est-ce que les corps sont continus, pleins, ou est-ce qu'ils sont constitués de corps encore plus petits? Et on a commencé avec Démocrite pour la question de l'atome, qui est cette constitution basique de tous les corps qui ne peut pas être divisée. Donc si on prend un être humain par exemple, on peut le diviser à partir de ses tissus, de ses organes, de ses os, de ses muscles. On sous-divise les cellules. On sous-divise encore, il y a les molécules et ensuite il y a les atomes. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'on peut diviser un corps pour ne plus pouvoir le diviser? Donc Démocrite avait eu l'intuition assez géniale qu'il y avait des atomes qui circulaient dans le vide. Donc cette question n'a jamais été répondue depuis parce que la pensée de Démocrite a été quasiment oubliée parce qu'on pensait que les corps étaient pleins. Jusqu'à Max Planck et Albert Einstein où on s'est remis à penser à la question de l'atome. Bon, bien entendu, il y a eu d'autres découvertes qui ont précédé, comme par exemple la radioactivité qu'on a découvert avec Pierre et Marie Curie. Donc, on a commencé à penser la matière comme quelque chose susceptible d'être plus fondamental que ce que nous voyons. Et c'est là que la physique quantique intervient. Qui dit physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit? De l'infiniment petit, et on étudie les constituants même de l'atome. Parce qu'au moment où on a commencé à découvrir l'atome, on pensait qu'on était arrivé à la base. Puis, soudainement, on a découvert qu'il y a d'autres particules. Parce que, par exemple, si nous prenons l'atome, on dit généralement, est constitué d'électrons, de protons et de neutrons. Donc, cela voudrait dire que ce sont ces trois particules fondamentales qui constituent la matière. Mais dans la physique quantique, on a rapidement découvert que dans un neutron, il y a encore trois sous-particules qu'on appelle des quarks. Il y a les quarks U ou up, et puis il y a les quarks D ou down. Donc, puis ensuite, on a découvert des tas d'autres particules. Il y a des particules qui permettent de maintenir d'autres particules ensemble. Il y a déjà ces particules qui transportent la force électromagnétique qu'on appelle des photons. Et c'est ce même photon qui permet aux téléspectateurs de nous voir en ce moment. Il y a aussi, c'est la lumière. C'est de la lumière. Et c'est aussi cette même lumière qui circule dans nos téléphones, dans la télévision, parce que c'est le même photon qui transporte
et la question électromagnétique. Là, tu commences un peu à répondre à ma prochaine question. Quel est donc l'intérêt de la physique quantique? Est-ce qu'il y a une dimension pratique? Bon, déjà, la physique quantique, c'est le fait de connaître la matière. Donc, c'est l'aspect intellectuel purement désintéressé. Ouais. Mais le deuxième aspect, c'est plus on connaît les fondamentaux de la matière, plus on peut maîtriser la matière. Déjà, il ne pourrait pas y avoir toutes les technologies que nous connaissons actuellement sans cette découverte de la physique quantique. C'est grâce à cette découverte qu'on a pu, par exemple, créer les écrans que nous connaissons pour nos téléphones actuellement. C'est grâce aussi à cela qu'on a pu, par exemple, utiliser les méthodes de traitement de cancer par la radiation. C'est aussi cela qui nous permet d'avoir des ordinateurs plus performants, la miniaturisation de la technologie moderne. Donc oui, ça est un aspect extrêmement pratique. Et l'aspect est tellement pratique que lorsqu'on devait commencer les expérimentations avec le LHC, qui est ce grand collisionneur, eh bien, il y a eu des plaintes. Il y a des citoyens qui ont porté plainte pour prévenir les risques de production de trous noirs miniatures qui pourraient détruire toute la planète. Donc vous voyez, les gens, ils prennent ça très au sérieux parce que l'aspect pratique de la chose est très important. Alors, ça c'est pour l'aspect pratique. Maintenant, quels sont les grands noms de la physique quantique? Il y a Max Planck, qu'on considère comme le père de la physique quantique. Il y a Schrödinger, qui a élaboré ce qu'on appelle le chat de Schrödinger pour parler d'un des aspects les plus étranges de la physique quantique, c'est le fait qu'une particule peut être dans deux états opposés. C'est-à-dire être vivante et morte, par exemple. On peut dire ça comme ça, pas la particule, bien entendu, mais la question du chat de Schrödinger, c'est juste que Schrödinger voulait faire comprendre, une question qu'Albert Einstein ne voulait pas accepter jusqu'à sa mort, que les corps peuvent être dans ce qu'on appelle des superpositions d'états. Donc, le corps est là et n'est pas là en même temps, ce qui est inconcevable pour l'intuition humaine. Donc, le chat de Schrödinger, c'est qu'il a imaginé qu'une particule qu'on n'a pas encore observée, qui est dans les deux états. Donc, ces deux états-là, il y a un état qui n'interagit pas avec une substance qui contient un liquide radioactif dangereux pour un chat qui est, lui, enfermé dans une boîte, et un autre état qui interagit avec ce récipient et le brise. Donc, vu qu'on n'observe pas la particule, donc la particule est dans les deux états, donc, un état où il ne détruit pas le récipient et l'autre où il le détruit. Donc, comme la destruction du récipient produit la mort du chat, donc le chat qui est dans cette boîte, tant qu'on n'observe pas la particule, est mort et vivant en même temps. Donc, la physique quantique permet des perspectives à la limite folles. À la limite folle. Et c'est pour cela que l'épistémologie a pris un envol pas possible pendant cette période. Déjà, cette question pratique, on peut revenir là-dessus pour la question de la superposition d'états. On pourrait penser que ce n'est pas possible qu'un corps puisse être dans deux états opposés. Or, on est en train d'utiliser cette caractéristique des particules pour construire des ordinateurs qu'on appelle les ordinateurs quantiques, qui pourront faire des calculs beaucoup plus rapides que les ordinateurs classiques grâce à la superposition d'états. D'où l'intérêt de maîtriser le b.a.-ba de la physique quantique. C'est la physique de demain. Bon, oui, quand tu me dis maîtriser, il y a un physicien qui a dit, si quelqu'un dit qu'il comprend la physique quantique, c'est qu'il ne comprend rien. Parce que normalement, il y a tellement d'étrangeté dans cette science. Par exemple, qu'il y a des informations qui peuvent se transmettre plus vite que la lumière, alors que la relativité générale d'Einstein interdit des transmissions qui vont au-delà de la vitesse. La lumière, c'est quand même 300 km par seconde. 300 km par seconde, parce que... 300 000, pardon. 300 000, voilà. Ouais. Ce qu'on a observé, c'est ce qu'on appelle un phénomène de la physique quantique, l'intrication quantique. C'est le fait que, quand je te dis que les particules sont dans des situations opposées, mais en même temps, donc, dès qu'on observe ce particule, il prend une position. Il choisit un état. Maintenant, s'il est intriqué avec une autre particule, l'intriqué, c'est comme s'il était lié avec une autre particule. Donc, les deux particules sont en superposition d'état. Disons qu'ils sont nord et sud en même temps. Les deux. Maintenant, si tu éloignes les deux particules, et si tu les éloignes
avec beaucoup de distance, mais vraiment une distance, disons, de l'ordre de plusieurs milliards d'années-lumière, ça prendrait à la lumière plusieurs milliards d'années de traverser cette distance. Au moment où tu observes une des particules qui choisit l'état nord, au même moment, l'autre particule choisit l'état sud. Voilà. Donc, l'information va plus vite que la lumière et les scientifiques ne savent pas encore comment répondre à ça. Merci, Maître Philippe Volmar. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez saisi le b.a.-ba de la physique quantique, au moins les éléments définitionnels de base, comme ça vous savez de quoi on parle lorsqu'on parle de physique quantique. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de nous recevoir régulièrement chez vous. Merci au staff technique de la télévision. Merci au soutien de la DNL. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Gardons bonheur.